Il est 8h16, Nico Saliagas. L'interview politique, David Doucan, vous recevez Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. La mobilisation des salariés de l'aciérie Ascoval se durcit. Ce matin, ils occupent un site de l'actionnaire Vallourec. Vous avez, Marine Le Pen, lancé hier une proposition dans le débat, celle de recapitaliser l'entreprise pour sauver les emplois. Recapitaliser, ça veut dire de l'argent public. Avez-vous, quand vous lancez cette idée, la garantie qu'il y aura des clients pour acheter cet acier, que le projet sera viable ? Oui, j'en suis convaincu et je suis convaincu que fondamentalement, si le site ferme, on peut être certain que les capacités de production et donc le savoir-faire vont disparaître et ne se reconstitueront jamais. Or, je crois que c'est une entreprise qui est stratégique, notamment pour la région. Et c'est vrai que j'ai plus confiance dans l'État que dans une entreprise, un bricolage, si vous voulez, dont on s'apercevrait qu'en réalité, après, ça ferme, c'est revendu, c'est abandonné. Parce qu'on a eu quand même des références par le passé de ces opérations de bricolage qui ont mal tourné. Donc, moi, je suis pour la préservation de la capacité de production donc vous assumez, et du savoir-faire. Et je pense que c'est plus important que la rentabilité. Oui, vous assumez la prise de risque en quelque sorte. Parce que s'il n'y a pas de clients derrière, c'est de l'argent public qu'on jette à la poubelle. J'assume la prise de risque. C'est vrai que ce que je propose est une quasi-nationalisation temporaire. Vous faites du Montebourg, c'est ce qu'il avait proposé pour Florence. Mais j'ai toujours défendu j'ai toujours été d'ailleurs sur les mêmes positions dans ce domaine que Montebourg. Je pense que compte tenu de la désindustrialisation avancée de notre pays, il faut absolument faire marche arrière et réindustrialiser notre pays et arrêter l'hémorragie de l'industrialisation de notre pays. En bref, à terme, l'objectif, si vous voulez, c'est quand même de revendre au secteur privé. Dans un second temps. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a en réalité que l'État qui peut faire quelque chose d'intéressant, sachant qu'il y a quand même eu 150 millions d'investis. C'est-à-dire que les équipements sont dans un état excellent, il y a donc des capacités. Vous avez chiffré ça ? Vous savez combien ça coûterait de recapitaliser ? Oui, il faudrait, à mon avis, 85 millions d'euros. J'ai appelé moi les services de Bercy hier, ils parlent de 200 millions d'euros. Non, ça c'est... là, je conteste formellement ce chiffrage qui, à mon avis, est là précisément pour se dégager de sa responsabilité. Plus 17 millions d'euros, je le dis d'ailleurs très clairement, de soutien financier de l'État, représentant la perte d'exploitation que va subir Ascoval en vendant au prix du marché. Passons aux chiffres du chômage qui sont tombés hier, les chiffres de l'INSEE. Le chômage augmente, 0,4% au dernier trimestre. Le gouvernement explique que les réformes enclenchées ont besoin de temps pour déclencher des effets. Quelle est votre lecture à vous, Marine Le Pen ? Écoutez, on nous dit ça à chaque quinquennat. À chaque quinquennat, en réalité, les décisions qui sont prises et qui ne vont pas dans le bon sens n'ont évidemment aucun effet. On nous explique qu'il faut attendre. François Hollande a fait ça durant 5 ans. La réalité, c'est que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. C'est-à-dire que le libre-échange généralisé, le refus de faire du patriotisme économique, le refus d'une forme de protectionnisme intelligent, l'ultralibéralisme qui est l'idéologie de base d'Emmanuel Macron, plus encore peut-être que son prédécesseur, entraîne un effet qui est le chômage de masse, qui est la désindustrialisation, qui est l'effondrement de notre agriculture, et tout cela entraîne du chômage. Vous ne croyez pas que c'est tout simplement lié aussi à la croissance, qui est plus faible en 2018 qu'elle ne l'a été en 2017, et puis la baisse des contrats aidés Mais il y aura toujours une bonne raison pour expliquer l'augmentation du chômage. C'est une bonne raison, mais c'est une raison scientifique. Non, mais il y a pas de science en la matière. Non, il n'y a pas de science. C'est pas une science. Si c'était une science, on rentrerait ça dans un ordinateur et ça nous sortirait de l'emploi. Voilà. On sait que quand il n'y a pas de croissance, on ne crée pas d'emploi. Ça n'est pas une science. C'est au contraire l'économie, quelque chose qui relève aussi beaucoup du ressenti psychologique. On est dans une situation de défiance totale. Le gouvernement est en train d'effondrer le pouvoir d'achat. Or, on le sait aussi, la consommation est un des leviers de la croissance. Or, aujourd'hui, les gens ne consomment plus parce qu'ils sont écrasés d'impôts, écrasés de fiscalité, parce que tout, et à juste titre, les inquiète, et particulièrement l'avenir, compte tenu de ce qu'ils peuvent voir des décisions prises par le gouvernement. Alors Marine Le Pen, se tient en ce moment un comité stratégique organisé entre les deux ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, pour travailler à des propositions pour combattre la violence à l'école. On sait que le gouvernement réfléchit à autoriser des policiers
policiers à l'intérieur des établissements. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure ? Moi, je pense que c'est la mesure ultime. Et qu'avant, il y a toute une série de choses à mettre en œuvre. Vous n'êtes pas favorable d'emblée. Vous trouvez que c'est excessif ? C'est-à-dire que moi, je préférerais qu'il y ait un référent dans les commissariats qui soit le référent école du commissariat, qui puisse être effectivement appelé lorsqu'il y a un incident qui nécessite la présence de la police. Christophe Castaner a proposé la création d'un référent dans chaque commissariat pour les bandes. Ça, c'était hier après-midi. Vous parlez des écoles. Mais en réalité, vous voyez bien qu'on est arrivé à un niveau de violence dans les écoles qui est quasi insoutenable. Et le hashtag pas de vague le démontre. C'est-à-dire que non seulement il y a une violence qui est exponentielle, mais surtout il y a eu une volonté depuis des années de cacher cette violence. Une omerta imposée aux enseignants qui n'avaient pas le droit de se plaindre. Il y a eu un abandon des enseignants par leur hiérarchie, par les rectorats et donc par le ministère, qui fait que, on ne faisait pas de signalement, on poussait les enseignants à ne pas déposer plainte parce que sinon l'établissement était mal noté. Tout ceci a entraîné le développement du laxisme, d'un sentiment d'impunité associé, c'est vrai, à ce que j'appelle un ensauvagement de la société, c'est-à-dire de la violence gratuite, le non-respect de la moindre norme, même la norme de base, si je puis me permettre, de la part de toute une série de personnes. Nous en parlions dans le journal de 8h sur Europe 1. Il y a une autre colère qui monte, c'est celle des automobilistes en lien avec l'augmentation des taxes sur les carburants. Mais on a l'impression que les partis politiques d'opposition, comme le vôtre, ou les syndicats, ne sont pas à l'initiative sur cette fronde. Ce sont les citoyens qui s'en emparent. Ça rappelle les bonnets rouges. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une révolte couve en France sur ce sujet ? D'abord, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes sur le pont sur ce sujet depuis le mois de septembre. Nous avons fait une grande campagne de tracts, de pétitions pour dénoncer cette augmentation spectaculaire des prix du carburant. Mais je me réjouis que ce soit les Français qui se saisissent de ce scandale. Vous appelez à manifester le 17 novembre, par exemple ? Oui, l'ensemble de nos élus, bien entendu, et de nos délégués départementaux, de nos fédérations, rejoindront la contestation qui est en train d'émerger. Oui, il faut le faire. Même si on parle d'opération escargot, de blocage des routes. Non mais écoutez, là, il va falloir que le gouvernement comprenne que les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus se déplacer en voiture. Il faut quand même être conscient que 70% des Français ont besoin de leur voiture pour travailler. Nos ministres vivent à Paris, mais dans la ruralité, la voiture, c'est essentiel. Or, l'augmentation du prix est spectaculaire quand même. Mais il est spectaculaire et il n'est pas corrélé, contrairement à ce qu'on nous explique, à la lutte... Vous contestez le fait que cela participe de la transition écologique. Mais je le conteste formellement. Je vais vous donner un chiffre. Les recettes du TICPE, plus 3 milliards en 2018 prévus, plus 3 milliards, et seulement, c'est la taxe sur les carburants, seulement 500 millions d'euros pour le budget du ministère de l'écologie. Non, donc on arrête de nous raconter Brune Poirson cela. a précisé qu'il y aurait 3,2 milliards d'aides pour justement la transition, pour pouvoir changer de voiture, etc. Donc ces chiffres pour arrêter la prime à la casse, ils n'arrivent même pas à la payer. Les gens attendent depuis des mois une prime à la casse qui a été promise et qui n'a pas été payée. Non, il s'agit là de remplir les caisses de l'État. Des crédits ont été débloqués. Parce qu'il faut, dans l'esprit du gouvernement, contrebalancer l'immensité des cadeaux qui ont été faits aux plus riches des Français. Alors vous êtes attaquée ce matin, Marine Le Pen, par le porte-parole du gouvernement. Dans une interview au Figaro, Benjamin Griveaux vous qualifie de faussaire de la politique. Qu'est-ce que vous répondez ? Faussaire de la politique. Comme quoi vous ne seriez pas sincère dans vos prises de position et que votre seul objectif serait de finalement revenir au monde d'avant. Voilà ce qu'il dit de vous. Oui, vous savez, ce gouvernement est un ramassis d'arrogants qui n'ont jamais rien prouvé de leur vie. Et qui pensent que le simple fait d'avoir été choisi par Emmanuel Macron fait d'eux des demi-dieux. Moi, je dis à M. Griveaux qu'il ferait mieux de regarder un petit peu la situation dans laquelle il est en train de mettre les Français avec son gouvernement. Les souffrances qui sont les conséquences de la politique qu'ils mettent en œuvre. L'insécurité grandissante, l'immigration qui est une véritable submersion, l'effondrement du pouvoir d'achat et être un peu plus modeste dans ses propos. Car
on les attend sur des actes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats qui sont ceux de son gouvernement devraient encore une fois le pousser à faire preuve d'un peu d'humilité. Marine Le Pen, un dernier point concernant la vie de votre parti. Jean-Marie Le Pen a déclaré dans son journal de bord qu'il souhaitait être candidat aux prochaines européennes sur la liste du Rassemblement national. C'est vous qui décidez qui est sur cette liste. Est-ce que Jean-Marie Le Pen sera candidat aux européennes sur votre liste ? Vous savez, moi j'ai une belle constance. Alors on peut considérer ça comme un défaut, on peut considérer ça comme une qualité. J'ai dit que je ne referai pas de politique avec Jean-Marie Le Pen. Il ne sera donc pas candidat au Rassemblement national aux prochaines européennes. Non. Merci Marine Le Pen d'avoir été l'invitée d'Europe 1 ce matin. Madame Le Pen, une question, on vient d'apprendre que Pierre Moscovici a traité, vous savez, l'eurodéputé italien qui a piétiné ses notes, vous avez vu cette image, il l'a traité de fasciste. Est-ce qu'il a bien fait de piétiner ses notes ? C'était une provocation. Ça pour le coup c'est très vieux monde. Hein. Ouais. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il se fait traiter de fasciste. Moi ce qui m'amuse dans le comportement de M. Moscovici, c'est que je voudrais rappeler aux Français que lorsqu'il a été ministre de l'économie, le déficit était de 4,3% en France. Alors quand il vient donner des leçons à l'Italie parce que leur déficit sera à 2,6, on peut se permettre de traiter cette information avec ironie. Merci Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, d'avoir été notre invitée ce matin.